Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver comme chaque jour. Voici les titres de ce lundi 20 janvier. Donald Trump, de retour à la Maison Blanche, il prêtera serment cet après-midi et promet déjà des décisions radicales dès aujourd'hui. 25 000 policiers et militaires sont mobilisés, on sera sur place. Les nouvelles méthodes du fisc pour dénicher les fraudeurs, nounous, fantômes, piscines non déclarées. Sur la Côte d'Azur, les agents ont récolté 210 millions d'euros d'amende. La nouvelle hausse des prix des carburants va-t-elle durer? C'est reparti, les prix à la pompe grimpent depuis le début de l'année. Jusqu'où? C'est toute la question. Dans votre Trésor en France, rencontre avec des artisans d'exception en Alsace. Ils perpétuent les traditions dans les plus grandes maisons de luxe. Souffleurs de verre, créateurs de bijoux, ils nous ont ouvert leurs portes. Et puis on célébrera les 30 ans du pont de Normandie, un ouvrage spectaculaire qui s'étire sur plus de 2 km entre Honfleur et Le Havre. Une formidable aventure humaine qu'on vous racontera tout à l'heure. Nous y sommes, c'est donc le jour J à Washington. Dans quelques heures, Donald Trump va officiellement être investi, 47e président des États-Unis. Des milliers de ses supporters sont déjà présents au Capitole et il a promis de prendre dès aujourd'hui des mesures fortes. Le détail avec Claire Vérove et Thomas Donzel. C'est au son du groupe Village People que Donald Trump a tenu son dernier meeting cette nuit avant son retour à la Maison-Blanche. À midi, le rideau va tomber sur 4 longues années de déclin pour l'Amérique. Et nous allons entamer une nouvelle ère de puissance, de prospérité et de fierté. D'ici quelques heures, Donald Trump sera investi pour la seconde fois président des États-Unis. Il est de retour! Galvanisés, des milliers de ses électeurs ont tenu à traverser le pays pour le voir, prêts à patienter malgré des températures négatives. Je viens de Caroline du Nord. On est arrivé vendredi et on a dormi par terre dans le froid pour être ici. On lui a offert cette victoire et maintenant on veut la fêter avec lui. Tous attendent 11h47, heure symbolique où Donald Trump prêtera serment comme 47e président. Cette fois, la cérémonie n'aura pas lieu sur les marches du Capitole comme en 2017. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Mais à l'intérieur, à cause des températures glaciales. Faute de place, les 250 000 spectateurs prévus ne pourront donc finalement pas tous y assister. Je suis très frustré parce que c'est un changement de toute dernière minute alors que j'avais tout réservé juste après l'élection. Je suis déçue, bien sûr, mais je suis venue quand même pour lui, juste pour lui. Aux premières loges seront tout de même présents de grands patrons. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bernard Arnault et des politiciens étrangers, des figures de l'extrême droite comme Éric Zemmour, le président argentin Javier Milei ou la première ministre italienne Giorgia Meloni. Une cérémonie sous haute surveillance, le niveau d'alerte est maximal à Washington. 50 km de barrières ont été installés, 25 000 policiers et militaires ainsi que des hélicoptères sont en veille. Vigilance aux manifestations prévues et au risque d'attentats. Et on se retrouvera tout à l'heure à partir de 16h pour suivre tout cela en direct sur France 2. Retour en France, 210 millions d'euros, c'est le jackpot des contrôles fiscaux dans les Alpes-Maritimes. Nounous fantômes, piscines non déclarées. Visiblement, les fraudes sont nombreuses sur la Côte d'Azur et désormais, les agents du fisc s'appuient sur l'intelligence artificielle. Les explications avec Raphaël Asensio et nos correspondants Audrey Richier et Raymond Chaplard. À Antibes, Martine Murphy a subi un contrôle des impôts il y a quelques années. Et une erreur lui a coûté très cher, 40 000 euros. C'était pour une donation. Il n'avait pas été fait dans les règles. Et non, qui n'avait pas été évalué comme le fisc voulait l'évaluer. Oui, donc c'est quelque chose qu'on vit pas très bien. Non, pas trop. Dans les Alpes-Maritimes, 210 millions d'euros ont été récupérés grâce à des contrôles fiscaux en 2023. L'un de leurs outils, l'intelligence artificielle, capable de compiler toutes les vues aériennes. Objectif, par exemple, détecter piscines ou abris de jardin non déclarés. Cette technologie est de plus en plus efficace et analyse même certaines données sur Internet. La moitié des contrôles du département est due à l'intelligence artificielle, selon ce responsable du centre des impôts. On compare le patrimoine immobilier par rapport aux revenus fonciers qui sont déclarés. Donc on arrive à faire des recoupements comme ça, avec plusieurs sources d'informations. Mais bien évidemment, derrière ça, il y a toujours un agent des finances publiques qui se prononce sur le dossier, qui expertise et qui mène la procédure. Un outil performant, mais qui n'inquiète pas ses habitants.
Si on est en règle, je pense qu'il n'y a pas de problème. Comme j'ai travaillé dans l'administration et que j'étais responsable, donc je fais en sorte d'être parfaitement en règle. Entreprises et particuliers, en 2023, dans les Alpes-Maritimes, les impôts ont effectué au total 22 000 contrôles. Autre actualité du jour, les fleurs vendues en magasin représentent-elles oui ou non un danger pour les fleuristes et pour les clients? C'est l'objet d'une grande enquête lancée par le gouvernement. Des prélèvements vont être menés en raison de la présence de résidus de pesticides. On vous explique avec Sophie Piard, Denis Sébastien et Mathias Somme. Les fleurs, sa passion depuis 26 ans. Alain Thomasset les manipule avec des gants ou sans. Les pesticides dans les bouquets, il en voit les traces tous les jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, les roses sont tellement traitées quand on les met dans l'eau. Des fois, même en changeant l'eau tous les 2 jours, vous avez toujours une couleur. Voilà. Donc il y a peut-être ça aussi, des produits qu'ils mettent à l'intérieur. Tout ça, c'est tout des roses Équateur. Près de 85% des fleurs coupées sont importées, notamment d'Afrique de l'Est, où des pesticides interdits en Europe sont utilisés. Ce fleuriste préfère ne pas trop y penser. Moi, je me suis jamais posé la question. Pour moi, vraiment, vous voyez, jusqu'à maintenant que j'ai entendu parler un peu à la télé, mais je me suis jamais posé la question. Est-ce que vraiment c'est dangereux pour nous, fleuristes? Est-ce que voilà? Mais bon, si on se pose toujours des questions avec des si, voilà, on fait pas, voilà. Quel risque pour les professionnels qui manipulent ces fleurs importées? L'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, devra l'établir. Une étude lancée après le témoignage de Laure Marivin. Cette ancienne fleuriste a perdu sa petite fille d'une leucémie, un cancer directement lié aux doses de pesticides reçues lors de sa grossesse. Les professionnels des fleurs sont particulièrement exposés. Il peut y avoir des toxicités aiguës avec des problèmes respiratoires du fait de respirer ces substances ou au niveau cutané, on fait de les manipuler. Mais ensuite, pour les effets plus chroniques, si on est exposé à des substances cancérigènes, voilà, ça peut favoriser la survenue de cancer. L'enquête va durer 2 ans. Elle pourrait aboutir à un changement de réglementation sur l'importation des fleurs en France. Et on suivra ça évidemment. Au Proche-Orient, après la libération des 3 premières otages israéliennes hier par le Hamas, ce sont 90 prisonniers palestiniens qui ont été relâchés, comme le prévoient les termes de l'accord de cessez-le-feu. Ils ont été accueillis en héros à leur arrivée à Ramallah. Le récit avec Stéphanie Pérez, Florian Lemoyle et Ludovic Lavieille. Au cœur de la nuit, les bus de la Croix-Rouge fendent une foule de Palestiniens en liesse. À bord, 78 détenus originaires de Cisjordanie. Israël vient de les relâcher en échange des 3 otages libérés quelques heures plus tôt. Une majorité de femmes qui font le V de la victoire et des mineurs. Retrouvailles émues avec leurs familles. La majorité de ces Palestiniens a été arrêtée après le 7 octobre 2023. Ce sont des activistes ou des manifestants. Leurs premiers mots pour dénoncer leurs conditions de détention, encore récemment pointées du doigt par l'ONU. Nous sommes sortis de l'enfer, des coups, de la répression. C'est une honte. La prison, c'est un enfer. Parmi les détenus libérés, cette figure de la cause palestinienne qui sort de plusieurs mois d'isolement. Je suis heureuse d'être libre et je remercie tout le monde. Mais j'ai aussi tellement de peine pour tous ceux qui sont morts dans cette guerre. Au même moment, dans un hôpital de Tel Aviv, les retrouvailles des 3 otages israéliennes avec leurs familles. Émilie Damari, Romy Gonen et Doron Steinbrecher, qui craquent après 471 jours de captivité. Selon les médecins, elles sont en bonne santé. Elles sont toutes dans un état stable qui leur permet de se concentrer sur l'essentiel, retrouver leur famille. Le Hamas a signé hier leur libération. Israël attend maintenant le prochain échange prévu pour samedi. Comme une ultime provocation, le mouvement islamiste a remis aux 3 jeunes femmes un certificat de captivité avec lequel elles ont été forcées de poser. Et en parallèle, l'aide humanitaire a repris à Gaza. Des centaines de camions chargés de vivres et de carburant ont pu pénétrer dans le territoire, vous le voyez, avec aussi ces images vues du ciel, de l'ampleur des destructions. C'est très impressionnant. Anaïs Anquet. Destruction et désolation dans le nord de la bande de Gaza. Vue du ciel, des montagnes de gravats et des habitations éventrées. Conséquence des 15 mois de guerre
entre Israël et le Hamas. Selon l'ONU, 92% des logements ont été détruits ou endommagés. Il faudra des années pour tout reconstruire. C'est la première fois que cet homme retourne chez lui depuis le début du conflit. Sa maison a été ravagée. Je ne vois que les dévastations et les ruines. Je ne reconnais pas ma maison. Alors, malgré le cessez-le-feu, pour la plupart des Gazaouis, la joie est de courte durée. C'est indescriptible. Nous retournons dans nos maisons pour les inspecter et les vérifier. Aujourd'hui, près de 2 millions de Palestiniens auraient besoin, selon les ONG, d'un abri d'urgence et d'aide humanitaire. Travailler gratuitement 7 heures de plus par an. Voilà que le gouvernement remet sur la table la proposition qui avait fait polémique, souvenez-vous, en novembre dernier, et qui avait été retirée du projet de budget. L'idée que chacun travaille quelques heures par an, gratuitement donc, pour financer les dépenses sociales. Alors qu'en pensent patrons et salariés? On a posé la question avec Camille Rijad et nos bureaux à Lille et Nice. Travailler une journée supplémentaire sans être payé. Une mesure qui n'enchante pas les salariés de ce restaurant d'Antibes. Faire un effort, oui. Après, dans notre métier, quoi qu'il arrive, on est toujours amené à travailler un petit peu plus. Mais nous sucrer un jour alors qu'on donne déjà tout, c'est peut-être un petit peu abusé. En vrai, moi, d'un point de vue général, je suis pas d'accord avec ça. Mais après, si j'ai pas le choix, bien sûr que je travaillerai plus. L'entreprise n'aurait pas à payer ses salariés, tout en bénéficiant d'un jour travaillé. Mais en contrepartie, le patron devrait verser une cotisation. J'avais l'affogato, s'il vous plaît. Il est peu convaincu par cette proposition. Ça ne nous changera pas grand-chose. Après, ça rajoutera un jour de travail, ça va nous rajouter des charges patronales derrière. Donc c'est 50-50. Cette cotisation pourrait rapporter 2,4 milliards d'euros pour financer la branche autonomie. Selon ce sénateur favorable à la proposition, c'est une somme indispensable afin d'éviter d'alourdir la dette. S'endetter pour des questions de soins, de maladies, de quotidien, de retraite, c'est totalement irresponsable. Ça fait peser une charge sur les générations futures. Moi, je préfère qu'on travaille un peu plus et qu'on laisse pas ça à nos enfants. Mais du côté des syndicats, la mesure est décriée. Pour la CGT, cette charge ne devrait pas revenir aux salariés. Il faut se rappeler qu'il y a eu presque 100 milliards de dividendes en 2024 pour les seules entreprises du CAC 40. Donc 100 milliards, il y a largement de quoi reprendre un petit bout pour financer l'autonomie, par exemple. Il s'agirait d'une seconde journée de solidarité après celle mise en place suite à la canicule de 2003. Côté consommation, vous l'avez sans doute remarqué en faisant le plein d'essence. Les prix des carburants sont donc repartis à la hausse depuis le début de l'année. On est désormais à 1,76 € pour le samplon 95 et la tendance est la même pour le diesel. Alors faut-il se préparer à des hausses plus importantes dans les mois à venir? Les réponses avec Léa Deschâteaux, Anne Guillet-Épée et Ella Timène. Mauvaise surprise pour Cédric Duquesne ce matin à la pompe. 1,71 € le gazole, 1,73 € le samplon 95. Faire le plein coûte plus cher depuis son dernier passage. Là, il y a une différence. Il y a 7 € d'écart. Par rapport à mon volume habituel, ça a augmenté. Là. On fera attention. Des prix en hausse qui ne passent pas inaperçus. Je mettais 50 €. Ça me faisait le plein, mais là, 66 €. Donc ça, voilà, ça a bien augmenté. Hein. Le prix du litre de gazole est passé d'1,59 € en septembre à 1,68 € aujourd'hui. Celui du samplon 95 d'1,72 € à 1,79 €. Pour certains automobilistes, pas d'autre choix que de limiter les trajets et de revoir leur conduite. Quand vous allez faire des courses, par exemple, on y allait 2-3 fois dans la semaine. Là, maintenant, on n'y va plus qu'une fois. On fait attention comme ça. On essaye de limiter les déplacements. C'est comme ça qu'il faut faire. Autrement, on n'y arrivera pas. Hein. J'ai une conduite assez sportive, donc quand je vois que ça augmente, je me dis, bon, peut-être économiser un peu en roulant un peu moins vite. Alors comment expliquer cette hausse? Eh bien la chute des températures en Europe et aux États-Unis a entraîné une augmentation de la demande en pétrole. Une augmentation qui intervient dans un contexte géopolitique tendu. Vous avez une offre qui a été contrainte depuis quelques semaines par l'administration Biden en mettant des sanctions brutales sur les pétroliers russes. Et puis, vous avez, avec l'arrivée de Trump, des incertitudes face à l'Iran qui reste un exportateur de pétrole. Et donc, une demande qui augmente et une offre qui est contrainte, vous avez des prix qui augmentent.
Selon lui, les prix des carburants devraient se stabiliser dans les prochaines semaines. Côté justice, cette dernière minute, on apprend que Monique Olivier, la veuve du tueur en série Michel Fourniret, a avoué son rôle dans l'enlèvement et la mort d'une autre victime, Lydie Loger, qui est survenue près d'Alençon, une jeune femme d'une trentaine d'années dont le corps n'a jamais été retrouvé. C'était en 1993. Cela pourrait être l'une des premières mesures de Donald Trump, on l'évoquait tout à l'heure, rétablir les taxes douanières sur les produits importés, notamment les vins et spiritueux français. Cela avait, souvenez-vous, déjà été le cas lors de son premier mandat, ce qui suscite une vive inquiétude des producteurs, comme en Gironde, d'autant que le secteur du vin est déjà en grande difficulté. Barbara Six avec Marie-Pierre Cassignard. Hi Kiss. C'est un sourire de façade qui cache une réelle inquiétude pour toute la profession viticole. C'est un grand jour pour certaines personnes aux États-Unis, mais ça ne l'est pas vraiment pour les vins français. Ce directeur du château Moncey, près de Saint-Émilion, vend 25% de sa production outre-Atlantique. Le marché est crucial. La perspective d'une nouvelle taxe ne l'enchante pas. On est inquiet parce que 25% du chiffre d'affaires de Bordeaux, de nous, c'est des marchés à repositionner. On a une campagne primeur qui arrive dans 3 mois. Le timing est vraiment pas bon avec la conjoncture actuelle. Donc oui, on essaie de positiver, mais compliqué là. Il y a 5 ans déjà, Donald Trump avait surtaxé à 25% les vins français. Joe Biden avait annulé ses droits de douane, mais le mal était fait. L'exploitant avait perdu la moitié de son chiffre d'affaires, l'équivalent de cette parcelle de 21 hectares en la lande de Pomerol. Au moment de la taille, c'est toute la profession qui s'alarme. C'est pas une bonne nouvelle, non. Il y a pas mal de viticulteurs qui sont déjà un petit peu coincés, donc ce serait compliqué si le marché des États-Unis se voit taxé comme ça, quoi. Les États-Unis représentent le premier marché à l'export pour les vins de Bordeaux. L'enjeu est colossal. Le marché américain est actuellement quand même un des rares marchés qui fonctionne encore très bien. Et au moment où la Chine a du mal à redémarrer, où l'Europe est en train tranquillement de rentrer en récession, c'est sûr que si ces taxes étaient mises en place, ça serait extrêmement douloureux pour la filière. Une filière déjà pénalisée par une baisse de consommation des vins dans un contexte économique tendu. Une image du côté de l'île de Léron où un bateau de pêche a chaviré tôt ce matin. Un marin est porté disparu. L'autre pêcheur, qui était le patron de l'embarcation, a lui pu regagner la terre à la nage. Une opération de sauvetage et de recherche est toujours en cours. En Charente-Maritime, encore des mutuelles aux tarifs négociés. C'est ce qui est proposé aux habitants à l'initiative des communes. Plus besoin de se déplacer. Vous allez voir, un courtier vient à leur rencontre pour leur proposer les tarifs les plus bas. Une solution bienvenue à un moment où les prix affichent de fortes hausses depuis maintenant plus de 2 ans. Exemple à Royan, où sont allés pour nous Julien Dubois et Antoine Morel. Chaque jour, Vincent Brinca vient à la rencontre des habitants dans le département de Charente-Maritime. Bonjour. L'objectif, trouver une mutuelle adaptée à leurs besoins et au meilleur prix. Un rendez-vous gratuit pour les administrés. Le conseiller, lui, se rémunère avec une commission prise sur les mutuelles. Au niveau dentaire, est-ce qu'il y a des besoins l'année prochaine ? Soins dentaires, optiques, auditifs, tous les remboursements de mutuelles sont passés en revue. On est limité à certaines compagnies. On a donc des tarifs préférentiels, d'accord ? Et en gros, on essaye de trouver, grâce à cette multitude de compagnies, d'essayer de répondre au mieux à leurs besoins. Aidé par sa fille, qui elle-même bénéficie du dispositif, Daniel Montexi a souhaité rencontrer le conseiller. Après 1 heure d'échange, le retraité de 88 ans trouve une nouvelle mutuelle avec à la clé 19 € d'économie par mois. Depuis le 1er janvier, j'ai 151 € à payer par mois. Et là, vous allez payer combien avec le dispositif ? 132,55 €. C'est pas négligeable. Ah ben oui. Donc c'est un avantage qui est quand même pour moi. Dans le département, le dispositif n'est pas forcément connu de tous. Certains hésitent à le tester pour changer de mutuelle. Pour l'instant, c'est vrai que je suis bien avec la mienne. J'ai fait faire des devis ailleurs et elle était raisonnable en fait, ma mutuelle. Au début de l'année, le tarif des mutuelles a augmenté en moyenne de 6%. Impossible d'échapper à cette hausse pour ce couple de Royan. Georges Martin fait appel au dispositif depuis 2 ans. Pour lui, c'est l'assurance d'avoir la mutuelle la moins chère possible avec ses critères de remboursement. Avant, non. On restait à la mutuelle et puis tout terminé. Mais comme maintenant, tout le monde cherche le moins cher. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est l'hôpital, rembourser intégral les soins quand on va chez le pharmacien, tout ça, on paye rien.
Changer de mutuelle pour un prix plus attractif, les assurés peuvent aussi trouver la réponse en mairie lors de permanences dans les communes partenaires du dispositif. Avec comme public une très large majorité de personnes retraitées. Ce sont des personnes retraitées, 90% des cas. Parce que généralement, quand on travaille, on est assuré par l'employeur, par le régime obligatoire. Et donc, pour le coup, on n'a pas besoin de venir nous voir, sauf les personnes qui sont au chômage, les personnes qui ne sont tout simplement pas assurées. En France, chaque assuré peut changer de mutuelle sans frais après 1 an de contrat avec sa complémentaire santé. Après les caisses automatiques dans les supermarchés, c'est maintenant l'intelligence artificielle qui va scruter vos faits et gestes. Ce sont des caméras capables de détecter en temps réel les tentatives de fraude. Vous savez, lorsque vous scannez vos produits. Dans le Var, le système est en test dans un supermarché. Résultat, les fraudes ont été divisées par 3. Reportage sur place avec Théo Souman et Élodie Pépin. La plupart des clients ne les remarquent pas, mais elles voient tout. Des petites caméras juste au-dessus des caisses. Grâce à l'intelligence artificielle, elles sont capables d'analyser un comportement suspect. Cette dame a laissé son sac sur la tablette. Un message lui est envoyé. Pour contrôler si vous restez autre chose dans mon panier. Comme il n'y avait plus rien, j'ai quand même contrôlé. Pour s'assurer qu'aucun article n'a été oublié, l'hôtesse de caisse peut visionner la vidéo sur son téléphone. Cet autre client a gardé un article en main sans le scanner. Il est tout de suite repéré. Après, le client il peut contester, mais là, à ce moment-là, on peut regarder et on lui explique effectivement qu'il s'est trompé, qu'il a fait une mauvaise manip. L'innovation est plutôt bien perçue par les habitués. Mais moi, j'avais pas remarqué qu'il y avait caméra, donc voilà. Ça vous pose pas de soucis? Ah, pas du tout. Ça évite de tenter les gens, voilà, qui ont un mauvais esprit. À partir du moment où on est clean, il n'y a pas de problème. Hein? Testé depuis 6 mois, ce nouveau système permet de fluidifier le passage en caisse, de soulager le personnel et bien sûr de lutter contre les vols. On a divisé par 3 la perte par rapport à la moyenne nationale. On a surtout divisé par 2 le nombre d'interventions des opérateurs, des hôtes de caisse avec les clients, et on est vraiment plus dans l'échange maintenant et dans la relation commerciale que dans la surveillance. De plus en plus, la technologie s'invite au supermarché. Au Havre, c'est un robot baptisé Windy qui parcourt les rayons. Ses yeux sont directement reliés au poste de sécurité. Le robot il nous envoie des notifications dès qu'il y a une constatation d'un flagrant délit, d'un vol. Et du coup, nous, à partir de là, on interpelle la personne, avec soit moi, soit mon collègue, avec une notification et un preuve à l'appui. S'il amuse parfois la galerie, le robot serait loin d'être un gadget. Depuis son arrivée, les vols auraient baissé de 30%, d'après le directeur du magasin. Incroyable. Intelligence artificielle sur Valérie, ça donne quoi? On en apprendrait des choses. Bonjour ma chère Valérie. Bien. Bonjour Julien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver comme chaque lundi, comme chaque jeudi. On vous retrouve avec vos bonnes ondes évidemment et votre rubrique. Alors aujourd'hui, j'étais en train de regarder ma fiche, vous nous emmenez dans la Somme. Vous avez eu un coup de cœur pour Édouard, qui est un inventeur généreux au grand cœur. Ah oui, il a 100 idées à la minute, Édouard. Et depuis qu'il est à la retraite, il invente un tas d'objets pour se faciliter la vie et surtout pour faciliter celle de son fils handicapé. Vous allez voir, il y en a pour tous les gestes de la vie. Enfiler des chaussettes, ramasser des petits objets tombés par terre. Pour en faire profiter les autres, il met ses plans en libre accès sur Internet. Alexis Delcourt et Nicolas Narboni sont allés le voir dans son atelier. C'est un papa très attachant. Mon idée pour la France, c'est d'inventer, de créer des objets, de trouver des astuces pour venir en aide au quotidien aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées. À 83 ans, Édouard Barre est un infatigable géotrouve-tout. Monter un panier à linge sans se fatiguer, fixer une tartine pour la beurrer d'une seule main, ou encore ramasser des noix sans se baisser. Ça, c'est une pince à sucre. Bricoleur et inventeur. Et cette année, j'en ai ramassé 950. Il a plein d'astuces pour faciliter la vie de ceux qui ont de petits soucis. Ouais, salut, ça va? Salut. Derrière ces inventions, il y a la volonté d'aider son fils Eric. Il a dormi? Tout à fait. D'accord. Victime d'un AVC en 2011, il ne peut plus se servir de son bras gauche. Pas facile, dans ces conditions, d'ouvrir une simple bouteille. Son père a imaginé plusieurs objets pour améliorer son quotidien. Merci. Et si vous faites ça, par exemple, puis vous voulez l'ouvrir, ça tourne dans tous les coins. Ah ouais. Tandis qu'une fois dedans, coincé, vous ouvrez la bouteille en 3 secondes. Quoi.
Pour avoir du plus petit au plus gros, il fallait vraiment quelque chose qui soit en virgule. On pourra le caler. Ça m'a fait plaisir dans le sens où il l'utilise énormément. Éplucher une patate d'une seule main. Une opération risquée, sauf avec cette planche munie de rivets. La recherche, c'est surtout la simplicité. Il faut des petites réalisations, toutes simples, des petites astuces, pas chères, faciles à réaliser, faciles à utiliser. C'est chez lui, dans son bureau, qu'Édouard Barre matérialise ses idées avec méthode. Cet ancien professeur de dessin industriel n'improvise rien. Il couche ses concepts sur le papier. Parfois, vous l'avez dans la tête, la solution, mais vous n'avez pas les dimensions. Sur la planche à dessin, vous pouvez voir les proportions. Ah oui, ça, c'est très, très important. Idée, projet, réalisation. La réalisation se poursuit dans son atelier. Aujourd'hui, l'inventeur fabrique un enfile-chaussette avec des matériaux de récupération. La gouttière, ça sert à mettre la plante du pied pour dire d'arriver au bout de la chaussette. Toutes ces astuces, il aime les partager dans des revues de bricolage depuis les années 70 et aujourd'hui sur sa page internet. Il y diffuse gratuitement photos, plans et explications et reçoit en retour de nombreux messages de remerciements. Mon fils de 15 ans est atteint d'hémiparésie. Vos inventions ne peuvent que nous inspirer pour mettre à sa disposition, dans son quotidien, un grand merci d'avance. Édouard, ça vous touche ? Ça me fait une joie immense intérieure. Ça veut dire que ça rend service aux gens. Et ça, moi, c'est le but du partage, en fait. Cette belle histoire d'altruisme, ce papa bricoleur au grand cœur continue de l'écrire chaque jour. Il en est déjà à près de 1700 créations originales. Il est génial, ce monsieur. Il est génial. J'adore la planche à clous pour les tartines. Là. C'est tellement simple, malin. Mais, ouais, mais et c'est plein de petits simple. objets comme ça. Comment on fait pour avoir accès à ces planches, justement, dont il parlait? Alors, vous allez sur sa page Facebook, elle s'appelle Le Vieux Bricole. En plus, ça prouve qu'il a de l'humour. Et pour chaque objet, il fait en fait comme pour une recette de cuisine. Il vous met le plan, une photo des ingrédients et les consignes de fabrication. Et il poste presque tous les jours. En fait, c'est le secret de sa jeunesse. Et il fête ses 83 ans aujourd'hui. 83 balais, comme il dit. Bon anniversaire, Édouard. On vous embrasse. On vous embrasse. Coup de chapeau aussi à ces inventeurs qui ont envie de partager, comme Édouard. Certains ne s'arrêtent pas. Ils fabriquent pour les autres. Oui, et des objets qui peuvent changer la vie. Yves Ozouf, regardez, habite en Normandie. Il est le papa de Roxane, une petite fille handicapée. Et pour pouvoir l'emmener en balade, il a eu l'idée de fixer son fauteuil roulant sur l'avant de son vélo. Et ça donne un vélo-fauteuil. Et ça, dans le commerce, ça se vend pas loin de 5 000 €. Ah oui. Il partage ses plans, lui aussi? Alors oui, mais mieux que ça. Avec des copains bricoleurs, il a créé une association qui s'appelle les Soudeurs du Cœur. Et il récupère des vélos, il les transforme gratuitement pour que d'autres parents puissent en profiter. Ils ont équipé comme ça une 50aine de familles. Ça fait des parents heureux. Et ça permet aussi à des enfants comme Roxane de partir en balade. Regardez. Quand il fait beau, elle est encore plus contente. Maintenant, on peut amener les vélos quand on part en vacances. On peut aller se promener ici, parce qu'on a des beaux chemins de campagne et on ne pouvait pas en profiter. On est heureux. Et ben voilà, on est heureux. Bricoler, on peut toujours apprendre. Vous avez repéré d'ailleurs une association de femmes qui se lance dans la mécanique et qui aide les femmes à se lancer dans la mécanique. Elle s'appelle les Déculassées et elles organisent des ateliers effectivement pour apprendre aux filles à entretenir leur voiture. Pour 50 € la demi-journée, elles nous apprennent à faire une vidange, à changer un joint de culasse, à faire un check-up avant le contrôle technique. Les garagistes n'ont qu'à bien se tenir. Plus question de se faire arnaquer sous prétexte qu'on est une femme et qu'on n'y connaît rien. Et puis réparer soi-même, ça permet de faire des économies. Je connais rien. Pas de problème, Julien. Si vous avez une batterie à changer, un problème de bougie, vous n'hésitez pas, vous m'appelez. Bon, très bien. Je fais appel à vous alors, ma chère Valérie. On les trouve où, les Déculassées? Alors, elles sont basées à Montpellier, mais elles bougent dans toute la France et elles organisent des ateliers un peu partout en région. Bravo à elles et bravo pour ces belles initiatives. N'hésitez pas vous aussi à nous faire part de vos idées. On viendra à votre rencontre avec Valérie sur le site internet France Info ou en scannant le QR code. Un anniversaire d'un des plus
plus grands chefs-d'œuvre architecturaux français. 2000 mètres de longueur, un peu plus même, 50 mètres de hauteur. C'est le pont de Normandie qui relie Le Havre à Honfleur. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. Et on peut dire, vous allez voir, qu'il a changé la vie et le quotidien des habitants de la région. C'est un lieu, une histoire que nous racontent Anne Sylvain et Annie Triboire. Comme une gigantesque aile d'avion renversée pour laisser le moins de prise possible au vent. En 30 ans, le pont de Normandie a permis de désenclaver le port du Havre et de le relier à Honfleur à l'issue d'une incroyable prouesse technique. Un lieu, une histoire qui a changé radicalement la vie de ses habitants. L'autre côté de l'eau, c'était le bout du monde, et puis maintenant, c'est plus... On traverse le pont, on y est, quoi. J'ai connu avant les ponts, donc c'était le bac. On prenait le bac. Aujourd'hui, on vit dans une seule et même Normandie. Le pont de Normandie a permis de faire l'union entre les deux. Comme 22 000 automobilistes par jour, Maxence Dutillois emprunte le pont chaque matin. Il quitte Honfleur et la Basse-Normandie pour se rendre de l'autre côté sur le port du Havre où il travaille. Un vrai gain de temps pour ce cadre supérieur. Ça m'évite les bouchons réguliers sur le pont de Tancarville, donc c'est plus sécure en termes de maîtrise de temps pour moi. Même si c'est vrai, à 5,90 € le passage sans abonnement, ça n'est pas donné. C'est un budget d'un peu moins de 3 000 € sur l'année pour une voiture qui passe le pont 2 fois par jour. On programme l'inauguration du fameux pont de Normandie. Il y a 30 ans, jour pour jour, Édouard Balladur, alors Premier ministre, inaugure le pont. Quelques mois plus tôt, les 1000 ouvriers qui ont travaillé jour et nuit font la jonction, Paris gagné. Celui qui a orchestré les travaux à l'époque, c'est lui, Bertrand de Roubaix, ici en jaune. Pour nous, il a accepté de revenir dans les entrailles du pont, vers le sommet de l'un des 2 pylônes, à 214 mètres au-dessus de l'eau, une première mondiale qui n'était pas gagnée. On nous a traités un peu de cinglés, qu'on faisait ça pour se faire plaisir, pour faire un grand truc. Certains nous ont écrit que ça allait se casser la figure en cours de route. La grande innovation, ce sont ces 184 haubans qui maintiennent le pont au lieu d'un seul câble. Une prouesse qui sera copiée dans le monde entier. C'est un pont autoporteur, il n'a pas d'ancrage. Le pont s'équilibre tout seul, puisque la partie arrière équilibre la partie du milieu avec tous ces systèmes de haubans comme une grande toile d'araignée au fond. À l'époque, le projet prévoit même de compenser l'impact environnemental de l'ouvrage avec des chevaux camarguais. En piétinant et en broutant, ils maintiennent cette zone humide, riche en biodiversité. Le trésor découverte à présent, et cette semaine, on vous emmène en Alsace, à la découverte justement des trésors de cette belle région, hors des sentiers battus. Aujourd'hui, rencontre avec des artisans d'exception, les maîtres verriers, les créateurs de bijoux comme la maison Lalique. Les gestes sont minutieux et se transmettent de génération en génération. Ce sont des œuvres d'art. Caroline Arnold avec Louise Cléty et Louison Fourment. C'est dans un petit coin d'Alsace, au milieu des forêts des Vosges du Nord, que se cache l'un des fleurons du luxe français. Avignon-sur-Moder résonne depuis plus de 100 ans un nom célèbre, Lalique, et sa manufacture historique. Ici sont soufflées, façonnées toutes les pièces de cristal que la marque distribue à travers le monde. Et tout commence lorsque l'un des verriers vient cueillir dans ses fours le cristal en fusion. Alors là, j'ai une maillotche pour pouvoir arrondir le verre, de façon à ce que mon verre soit bien homogène partout. C'est l'expérience qui fait qu'au bout d'un moment, on sait ce qu'on doit faire à tel moment. Là, il va souffler, là, avec le pouce. Souffler et mouler, le cristal va prendre ses plus belles formes. Ici, un vase inspiré de la carapace des tortues, le fruit d'un savoir-faire exceptionnel transmis de génération en génération. Dans la vallée, ça fait des années, voire des siècles qu'on fait ce métier-là. Une tradition verrière datant du Moyen-Âge dans une région propice à la fabrication du verre, car riche en matières premières. Voilà ce que vient chercher René Lalique lorsqu'il fonde sa manufacture en 1922. Initialement créateur de bijoux, devenu verrier de génie, il fabrique des objets en verre. Son fils, lui, introduira le cristal et imposera le style Lalique, connu aujourd'hui dans le monde entier. Mais la fabrication, elle, n'a jamais quitté l'Alsace où toutes les pièces sont toujours travaillées minutieusement.
à la main. Ici, on va travailler soit au pinceau, soit au tampon, à la seringue aussi, ça peut arriver, pour les mailles par exemple. Là, on est sur du tamponnage or, donc avec le serpent. En tout, certaines pièces nécessitent jusqu'à 40 étapes. Du verre chaud au décor et au polissage. Ou ici la taille. De la pointe diamantée de Sassy, Anthony da Silva, meilleur ouvrier de France, sculpte le cristal, comme l'ont fait avant lui ses aînés. Je fais partie d'une tradition et d'une lignée, on peut dire ça comme ça. J'ai été formé par un très grand sculpteur de verre, et puis après je suis amené aussi à former d'autres jeunes qui vont rentrer dans la maison aussi, donc c'est une fierté. Oui. Le maintien d'un savoir-faire et d'un nom qui fait briller l'Alsace bien au-delà de ses frontières. Comme le font la quarantaine d'autres entreprises alsaciennes labellisées entreprises du patrimoine vivant. Parmi elles, l'atelier Spindler, lui aussi plus que centenaire. Ici, ce n'est pas le verre, mais le bois que l'on travaille pour en faire des tableaux, comme ce paysage inspiré de l'Antarctique. Là, on est en train de préparer ce massif rocheux qui est vraiment très, très noir, très dramatique, dans des bois très durs. C'est du ziricote, du chêne des marais, de l'ébène. Des petits morceaux de bois de plaquage minutieusement choisis, découpés, taillés, puis assemblés sur ce qui reste encore l'ébauche d'un tableau de marqueterie. D'abord, on essaie de trouver le bon endroit de la pièce qui sera bien positionné pour diriger l'œil, diriger la lumière. Une fois qu'on est certain, on va insérer les pièces une dans l'autre. Un travail de longue haleine, des mois parfois, et beaucoup de tâtonnements. On décale, comme ça creuse. Oui, c'est peut-être pas mal, oui. Avec pour seule palette le bois, qui remplace ici les couleurs du peintre. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il y ait du contraste blanc là derrière. Nous sommes là pour mettre les choses en musique quelque part, mais nous dépendons beaucoup de la matière. Jean-Charles Spindler est la 3e génération de marqueteurs à la tête de l'entreprise. C'est son grand-père Charles qui l'a créé et a commencé l'impressionnante collection d'essences d'arbres qui lui permet de travailler. C'est une espèce de cahier d'échantillons de plaquage que mon grand-père avait classé. Ça a dû être fait au démarrage de l'entreprise, aux alentours de 1900. Charles Spindler, premier à utiliser la marqueterie pour créer de véritables tableaux, deviendra célèbre pour ses sujets alsaciens. Son petit-fils, lui, s'est lancé dans des créations bien plus contemporaines, mais à chaque fois, l'impression d'admirer une peinture est saisissante. On compte à peu près 10 ans de formation, mais c'est une vie de formation parce qu'on n'a jamais terminé et on est tout le temps en train d'apprendre. Et c'est ça qui est fantastique. C'est pour ça que je suis toujours là, toujours en recherche. Aujourd'hui, Jean-Charles Spindler vend ses œuvres un peu partout à travers le monde. Décore des bureaux dans la Silicon Valley ou des bateaux de la Coupe de l'América. Mais toujours avec le même amour du bois que son grand-père et son père avant lui. Un mot de tennis avec l'abandon du Français Gaël Monfils en 8e de finale de l'Open d'Australie. Il a vraiment réalisé un magnifique parcours. Il a malheureusement dû abandonner après 3 sets et 3 heures de match face à l'Américain Ben Shelton. Le voici ici, Gaël Monfils. Bravo à lui. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo, Sébastien Thomas qui nous annonce encore du froid et de la grisaille. Couvrez-vous. À 16h, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour notre grande édition spéciale pour suivre en direct l'investiture aux États-Unis de Donald Trump. À 20h, Anne-Sophie Lapix. Et nous, on se quitte avec ces images de la saison du carnaval à Dunkerque qui vient de débuter. 3 mois de fête. Hier, les festivités ont commencé avec ce que l'on appelle la bande des pêcheurs. Passez une belle après-midi. On se retrouve tout à l'heure à 16h. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.